Excellent. Alors, écoutez, on va commencer. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième rencontre que nous aurons le plaisir de vous présenter donc, cette semaine avec des experts qui s'intéressent à la situation des personnes aînées en général et des personnes atteintes de troubles neurocognitifs en particulier. Je me présente, Noa Bengayed, directrice recherche, développement, qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et j'aurai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Anne Villeneuve, directrice générale de la Société Alzheimer de l'Outaouais. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous la présenter. Madame Villeneuve est membre de l'équipe de la Société Alzheimer de l'Outaouais depuis maintenant plus de 7 ans. Elle y a d'abord occupé le poste de directrice des services et du personnel, puis ensuite prendre la barre à la direction générale. Son expérience en gestion et en ressources humaines, en formation et en établissement de partenariat lui permettent de porter la mission de la Société Alzheimer qui lui est chère. Elle favorise le travail d'équipe et compte sur l'expertise et le professionnalisme de tous ses membres pour répondre aux besoins des personnes ayant un trouble neurocognitif majeur, les proches aidants et les intervenants qui œuvrent auprès des personnes touchées. Elle est également membre active de nombreux comités au niveau local, régional et provincial, dont le comité de pilotage du plan Alzheimer dans la région de l'Outaouais, la table de concertation régionale du réseau local de services pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées, les comités finances et d'experts en formation de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Alors, il nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui et merci de nous accorder cet échange aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Alors, très vite, là, on va embarquer dans le vif du sujet. Les services de la Société Alzheimer ont été rapidement reconnus comme des services essentiels par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Comment est-ce que vous avez réagi justement à cette nouvelle? Bien, on était soulagés parce que les familles qu'on accueille en temps normal, alors dans notre mission de tous les jours, ce sont des familles vulnérables, tant les personnes qui ont un trouble neurocognitif majeur que les proches aidants. Alors, en situation comme celle qu'on vit présentement avec la pandémie, ça ne vient pas faciliter la tâche et puis ça rend les gens encore plus vulnérables. Alors, le fait qu'on soit considéré comme service essentiel, ça voulait dire qu'on pouvait poursuivre notre offre de service aussi. Ça nous facilitait la tâche. On était conscient aussi que les besoins des personnes iraient en augmentant au fur et à mesure que la situation évoluerait aussi. Et on sait qu'avec la progression de la maladie, les besoins vont en augmentant, mais avec une situation comme celle que l'on vit présentement, on se rend compte que c'est aussi le cas et ont besoin encore plus de soutien. Puis le nombre de personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou le nombre de personnes qui sont touchées, mais il continue d'augmenter. Qu'il y ait une pandémie ou qu'il n'y ait pas de pandémie, là, la situation demeure la même et puis même évolue de façon assez importante pour les gens qui sont touchés. Alors, il y a aussi le fait que les personnes qui ont un diagnostic représentent une bonne partie des gens qui sont soit en CHSLD ou encore en résidence, mais qui sont aussi des usagers du réseau de la santé. Et l'intervention auprès de ces personnes-là demande une expertise quand même assez précise et poussée. Et c'est une expertise que les sociétés Alzheimer de la province ont. Alors, on la possède. Alors, on la possédait avant. Alors, on avait un rôle à jouer avant la pandémie. On a un rôle à jouer essentiel pendant la pandémie. Puis, on va définitivement poursuivre notre mission après aussi. Effectivement, et puis vous mentionnez très bien, 80% des personnes qui sont en CHSLD sont des personnes qui sont atteintes d'un trouble neurocognitif. Donc, ça pose en fait un certain nombre de défis pour les personnes qui sont en résidence, qui sont à domicile, mais au-delà de ça aussi de leurs proches aidants. Alors, comment est-ce que justement, vous avez aménagé vos services pour répondre à cette demande, dépendamment bien sûr de la clientèle? Et comment est-ce que tout ça, finalement, c'est imbriqué dans votre offre de service actuelle? Bien, c'était toute une adaptation parce que nos services se caractérisent par un service d'humain à humain. Là. On voit les gens, on les rencontre en personne, on a des centres de jour, du répit stimulation à domicile. Alors, tous les services qu'on offrait, c'était un service de proximité, de contact. Alors, il a fallu réviser l'ensemble de notre offre de services. Notre défi, c'était de répondre aux besoins des familles et des personnes atteintes, tout en assurant le bien-être, la santé, la sécurité des gens qu'on était pour desservir, mais aussi de notre équipe.
Alors, c'était de trouver un équilibre entre tout ça. Alors, on a jonglé un petit peu avec tout le kit. Et puis, on s'est retrouvé avec une mise en place en premier du télétravail pour tous les membres de l'équipe dans les 2 premières semaines. Alors, suite aux annonces du 12-13 mars, on a décidé de mettre en place le télétravail pour toute l'équipe. On n'a pas fait aucune mise à pied. On a une quarantaine d'employés à la Société Alzheimer. Il n'y a pas eu de mise à pied. Il y a certains employés qui étaient à temps partiel qui ont décidé de prendre des congés sans solde. Souvent, c'était des employés qui étaient, par exemple, déjà retraités puis qui faisaient un 3 à 6 heures de répit à domicile par semaine afin de se faire une petite activité puis de redonner à la société. Alors, il y a eu quelques personnes qui ont été en congé sans solde, mais sinon, on a gardé l'entièreté des employés. On a fait un inventaire des technologies disponibles chez chaque employé pour voir au niveau à temps plein pour ceux qui étaient équipés pour travailler à distance. Puis on s'est organisé pour équiper tout le monde. Pour les employés à temps partiel, on a regardé aussi comment on pouvait fonctionner avec eux. Puis en parallèle de tout ça, dès le début, on a contacté les familles qui recevaient des services directs. Alors, les services de répit en centre de jour, à domicile, les ateliers de formation, les groupes d'entraide. Alors, dès les 2 premières semaines, on a appelé toutes ces familles-là. Alors, plus de 125 familles, afin de justement garder le contact et soutenir les familles parce que c'était notre objectif premier. Alors là, ça fait bien sûr appel à beaucoup de créativité, à de la réactivité également, beaucoup de résilience d'un point de vue gestion des ressources humaines, gestion également de tout ce qui est l'aspect technologique pour justement équiper vos équipes avec le matériel nécessaire et au-delà de ça aussi, de desservir votre clientèle. Alors, comment est-ce que vous vous êtes justement organisé pour continuer à offrir votre offre de service, mais maintenant différemment, vu finalement ce que nous impose la pandémie COVID-19, et comment est-ce que les familles ont réagi à ce changement finalement de façon de faire? Oui, bien, après quelques jours là, de la situation, quand on a décidé de mettre en place le télétravail, tout ça, on s'est bien rendu compte que la situation allait perdurer, qu'on ne reviendrait pas à la normale après 2 semaines. Alors, on s'est mis en mode solution. On a consulté l'équipe pour voir comment on pouvait adapter notre offre de service, quelles étaient leurs idées. Puis, on a priorisé aussi qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait mettre en place parce qu'on ne pouvait pas faire tout le jour 1. C'était impossible. Il fallait vraiment y aller graduellement. On avait fait l'inventaire des technologies dans l'équipe de travail. On a fait l'inventaire des technologies chez les familles. On a regardé à quelles technologies ils avaient accès. Est-ce qu'ils étaient à l'aise de les utiliser? Sinon, est-ce qu'on pouvait les accompagner aussi là-dedans? Alors, on a ressorti, on utilise moins Skype, les gens de plus ma génération, ben c'est quelque chose que de leur côté, ils utilisent plus. Donc, c'est parfait, on pourrait utiliser Skype, par exemple, pas juste Zoom ou FaceTime. Alors, Skype a été remis sur la table. On a élaboré justement cette offre de service adaptée-là et il fallait prendre en compte, nous, on a un territoire, comme plusieurs autres sociétés d'ailleurs, où est-ce qu'on a une part de milieu qui est urbain, alors en ville, où est-ce que l'accès, par exemple, à Internet est beaucoup plus facile, alors que, comme d'autres, on a un milieu rural quand même assez grand. Et là, au niveau technologique, c'est peut-être un petit peu plus difficile des fois. La connexion Internet n'est pas à son meilleur, disons. Alors, il a fallu qu'on se rabatte sur le bon vieux téléphone aussi. Et puis, quand on a regardé justement cette offre de services adaptés-là, on a contacté aussi nos bailleurs de fonds. Il fallait regarder avec eux qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'ils embarquaient avec nous là, par rapport à notre vision de modifier nos services et de continuer notre offre, mais différemment? La réponse était extrêmement positive, je dois dire. Là, vraiment, là, les gens ont embarqué. Et ça, c'était vraiment bien. Puis, ils étaient contents aussi du temps de réaction, alors qu'on se verrait de bord assez rapidement aussi. Alors, toute l'équipe a été mise en contribution. La priorité, c'était vraiment de maintenir le contact pour offrir le soutien et l'accompagnement, qui est notre mission de base. Alors, on est allé dans ce sens-là. Puis c'est la même chose dans pas mal toutes les autres sociétés Alzheimer pour avoir des rencontres hebdomadaires entre toutes les sociétés Alzheimer, avec tous les autres DG puis la fédération. On se partage justement des pratiques que l'on met en place. On se donne des idées les uns les autres. Puis vous allez voir, je vais vous énumérer quelques services qu'on a mis en place, et quelques modifications qu'on a fait, mais il y en a plusieurs là-dedans qu'on s'est inspirés mutuellement. Parce qu'on va s'inspirer de ce que les autres font de gagnant. Là. On ne réinventera pas la roue à chaque 2 secondes non plus. Alors, ça nous a permis de faire ça avec ces échanges-là. Excellent. Et justement, en parlant de services,
Est-ce que vous pourriez déjà nous donner comment est-ce que vous avez renouvelé certains de vos services ou adapté? Parce que là, d'une part, il a fallu quand même avoir toute une organisation d'emblée de jeu, aussi une approche centralisée, une approche que l'on prône, nous, dans notre intervention, mais au-delà de ça, votre intervention, elle a dû faire face justement à la particularité de chaque clientèle. Donc, comment est-ce que vous vous êtes adapté face à finalement à ce grand chantier? Parce que ce n'est pas juste de se réinventer en termes des services, mais aussi d'adapter ça à votre clientèle qui parfois, justement, comme vous le mentionnez très bien, a des défis rien que technologiques, là. Oui, tout à fait. Mais la première chose qu'on a fait, parce qu'on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, en plus du soutien qu'on offrait? Alors, on a poursuivi, c'est sûr, les appels de soutien aux familles. Alors, on a fait les familles qui recevaient déjà du soutien, des services directs, c'est-à-dire les gens qui recevaient du soutien sans nécessairement avoir un autre service direct. Mais aussi, Oui. on a appelé les familles en attente. Parce que OK. celles-là, alors, bien qu'elles soient en attente, par exemple, d'un service comme le répit, mais on se doit de les soutenir aussi. Alors, on a fait tout ça. Et puis, la fréquence des appels, c'est selon le besoin de l'aidant. Il y en a qui disent oui à chaque semaine. Il y en a qui disent, faites juste m'appeler à chaque 2 semaines. Moi, ça va quand même assez bien. Puis, on s'adapte au fur et à mesure des appels. On a fait aussi des capsules sur les réseaux sociaux. On s'est inspiré de ce que fait la Société Alzheimer de Granby, qui fait des capsules vraiment super le fun. Je pense qu'ils sont rendus comme une quarantaine de capsules. C'est très varié comme thématique. C'est vraiment bien. Alors, on s'est inspiré de ça. On va faire quelques capsules de notre côté. On est allé un petit peu ailleurs. On est allé dans démystifier les mythes, par exemple. Alors, on fait des capsules sur les mythes, tout ça, donner des petites idées d'activités. Mais on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce côté-là. Au niveau du répit stimulation puis du répit en centre de jour, c'était un beau défi parce que on se rend compte que ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on puisse réunir les gens dans un centre de jour. Alors, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant pour soutenir? Ce qu'on a fait, on s'est aussi inspiré d'une autre société qui, souhaitant garder le contact, a envoyé des cartes à chaque famille avec la photo des intervenants. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, chaque intervenant, chaque accompagnateur au répit domicile s'est pris lui-même en photo, a fait un beau selfie et nous a envoyé ça. On a tout imprimé ça en couleur. On a envoyé des cartes à toutes les familles qui souhaitaient avoir des contacts avec les intervenants. Parce que ça demeurait leur choix. Hein? Je veux dire, s'il n'y avait pas le goût, c'était correct aussi. Alors, on a fait ça. Alors, chaque famille a reçu une carte. Et puis, dans les jours qui ont suivi, les intervenants, que ce soit les intervenants dans les centres de jour ou les accompagnateurs répit à domicile, selon un horaire qui est entendu avec la famille, communiquent avec l'aidé. Alors, c'est la personne atteinte qui reçoit les appels. Elle reçoit un appel où est-ce qu'on va échanger avec elle, on va jaser de ses intérêts, on s'inspire de son histoire de vie comme de raison. On fait des quiz, on chante avec la personne, on discute de ce qu'elle regarde à la télé, par exemple. Alors, vraiment, il y a un échange qui se fait. Les discussions peuvent durer 7, 8 minutes. On l'appelle des fois 2 fois par semaine. Les discussions peuvent durer 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, des fois aussi, selon la capacité de la personne à maintenir la conversation. Et ça se fait par Skype ou par téléphone et les gens apprécient beaucoup. Pendant ce temps-là, le proche aidant, il peut aller prendre sa douche, il peut juste s'asseoir tranquille. L'aidé est occupé, puis une conversation avec une personne autre. Et les gens apprécient. Au niveau des ateliers pour les proches aidants, on avait des ateliers pour les proches aidants, 8 ateliers sur 8 semaines. En tout cas, on faisait ça dans une salle de formation, dans un autre lieu. Mais on les a changés, puis on les a mis en ligne avec Zoom. On a revu totalement les contenus, les PowerPoint, puis on fait des ateliers de 1h30 chaque. Alors, c'est sur 3 à 4 semaines selon les ateliers. On les fait en ligne. Au niveau de l'information, sensibilisation, on fait des conférences qui sont disponibles soit sur Zoom, alors avec inscription, puis on en met aussi sur notre chaîne YouTube, disponible aussi via notre Facebook. Au niveau des groupes d'entraide, c'était une des dernières choses qu'on a mis en place, mais on a repris la formule groupe d'entraide, mais avec Zoom. Et puis, ça a très, très bien fonctionné. Les proches aidants ont embarqué, ils ont apprécié la formule. Alors, c'est le fun pour ça. Puis, au niveau des activités, je parlais tantôt comment c'est important la stimulation. Bien, on a décidé de faire des vidéos d'activités comme un bingo virtuel, des activités physiques, des quiz, où est-ce qu'on peut simplement écouter et répondre aux questions. Il y a des laps de temps, des vides où est-ce qu'on peut répondre aux questions pour s'amuser.
En majorité, je peux dire que le téléphone reste le meilleur moyen justement pour saisir cette émotion-là, briser l'isolement, surtout en région. Puis on sort de notre zone de confort. Je dois dire, au niveau des vidéos, c'est pas tous les intervenants, tous les employés qui étaient super comme « Oh, yeah, on va faire des vidéos ». Il y en avait qui étaient comme « Ah oui, je peux vraiment faire ça, est-ce que je suis en mesure de le faire? » Bien, il a embarqué. Et puis, c'est pas facile pour tout le monde, mais tout le monde réussit en bout de ligne, puis on est vraiment fiers d'eux. C'est vraiment super parce qu'il y a vraiment une synergie qui s'est recréée dans l'équipe pour soutenir le mieux possible les gens, répondre aux besoins. Et puis, en plus de ça, bien, on a, comme de raison, toujours le soutien de notre CA pour poursuivre les services parce qu'il a embarqué dans nos idées folles de tout revoir l'offre de service, de complètement changer ça. Là. Parce qu'au début, on se disait, hey, est-ce que c'est faisable? Ben oui, on l'a fait. Puis, on est vraiment content du résultat, ce que ça donne, du témoignage que les proches aidants nous donnent aussi. Bravo, bravo, parce qu'effectivement, là, ce que vous présentez, c'est que finalement, vous avez maintenu presque toute votre offre de services, mais différemment, avec un petit twist. Exactement. Il y a juste musclé voix ménage qu'on n'a pas repris encore, Oui. qui est plus une formule pour diminuer nos risques de développer des stimulations, mais pour les personnes qui n'étaient pas atteintes. Pour nous, la priorité actuellement, reliée à notre mission, était vraiment les familles, les aidants, les aidés, les intervenants aussi qui avaient besoin de soutien, les intervenants dans les milieux qui peuvent appeler à la Société Alzheimer pour obtenir de l'information, pour obtenir des trucs. Alors, c'était vraiment notre priorité. Alors, on a vraiment misé tout là-dessus pour adopter la totalité de notre offre de service. Alors, c'est sûr que tout ça se fait en équipe. Là, justement, vous mentionnez que c'est plus de 40 employés qu'il a fallu motiver, également réorganiser le travail. En tant justement que directrice générale, la gestion des équipes à distance, comment est-ce que vous avez relevé ce défi et comment vous vous êtes aussi adapté à cette nouvelle façon de travailler? Bien, c'est un défi, oui, parce que sérieusement, j'ai beau avoir étudié en ressources humaines, relations industrielles, il n'y a pas de cours pour être gestionnaire virtuel. Il n'y en a pas. Je suis devenue gestionnaire virtuel du jour au lendemain et ça, c'est un beau défi. C'est sûr qu'on avait des bonnes relations de travail à l'interne, au niveau de l'équipe. Alors ça se poursuit. C'est déjà une bonne base qui nous a aidés à continuer et à pouvoir mettre tout ça en place. Les contacts humains de l'équipe me manquent, c'est évident. Les petites jases de corridor, les dîners ensemble, les jokes de l'un, les fous rires de l'autre. Tout ça, c'est vraiment pas évident. Ça donnait toute la couleur à notre environnement de travail où le plaisir prenait vraiment une place importante. Alors, on doit le redéfinir de différentes manières. C'est ce qu'on tente de faire, c'est sûr, mais à distance. Le mot d'ordre dès le début, en fait, les mots d'ordre dès le début, quand on a commencé ça, j'ai dit à l'équipe, écoutez, gang, il va y avoir 2 mots qui vont nous guider là-dedans. Ça va être adaptation, parce que ça va nous en demander. Puis moi, pour ceux qui me connaissent, là, dans l'équipe, là, le changement, c'est pas mon forté, OK? Je ne suis pas une grande fan, tu sais. Ah, ça se voit pas alors, Anne. Oui, mais dans mon milieu de travail, c'est correct que je le fais, là. Ça fait partie de ça, mais j'ai pris le défi à bras le corps et on le relève. Mais l'adaptation, ça nous en demande, puis ça va nous en demander encore, hein? On n'a pas fini. Oui. Et indulgence. Puis indulgence à 360 degrés, là, parce que c'est de l'indulgence envers les autres, mais de l'indulgence envers nous-mêmes aussi. Parce qu'on va en faire des erreurs. On en a fait en cours de route. Rien de majeur, mais ça nous demande de nous ajuster. Alors, je leur ai dit, adaptation, indulgence, ça va être important. Puis, non seulement on travaille à distance, mais au même moment, on a complètement modifié la façon de travailler de tous les intervenants. Hein. On leur a dit, vous n'êtes plus en contact direct, vous n'avez plus rien de ça. Vous devez faire des vidéos, vous devez faire ci, faire ça. Mais vous devez, on s'entend qu'on l'a fait avec eux, là. Je pense comme ça qu'on l'avait imposé, mais ce n'était pas nécessairement le cas. Alors, on a vraiment fait ça avec eux. Pour toute l'équipe d'intervention, puis au niveau administratif, ben, on a changé de priorité pendant plusieurs semaines. On a tout pelleté par en avant. On a fait, non, il faut s'organiser parce que c'est notre priorité, c'est celle-là. Puis ensuite de ça, on se chargera du volet administratif. Alors, on avait un plan clair, on avait des objectifs. Puis, je me disais aussi, il faut que je sois ouverte aux suggestions, aux modifications, aux changements. Il fallait que je sois flexible, puis il faut encore que je sois flexible sans perdre de vue notre mission. C'est toujours de trouver un équilibre entre les deux. Puis, dans les premiers jours aussi, je disais à l'équipe, on est tous dans le même bateau. Là. Sérieusement, là, on est tous là. Puis, on conserve le même cap.
notre vision, notre mission, elle ne change pas, là. On est toujours là pour les personnes atteintes, les proches aidants, les gens qui sont touchés par la maladie. On est là pour les soutenir, les accompagner. Le X, c'est qu'il va falloir faire un détour. Un bon à part de ça. Là. On va changer de détour, mais on garde le même cap. Puis si on le fait tout le monde ensemble, ben, on va aller plus vite, puis on va être moins fatigué si on rame tout en même temps. Alors, ça ne se fait pas seul, ça se fait dans un travail d'équipe. Alors, d'impliquer l'équipe, c'était la clé, d'après moi. Puis, les détours, c'est bien beau, c'est super, mais on découvre des choses sur nous. Moi, je me suis découvert une fabuleuse capacité d'adaptation, encore plus que je pensais. On découvre des choses sur nous, comme je dis. On découvre des choses sur les autres aussi. Alors, on découvre qu'il y en a une membre de l'équipe qui est super bonne à faire des montages vidéo. Il y en a un autre qui est super bon pour figurer comment éclairer quand il fait une vidéo. Il y en a un autre qui, mon Dieu Seigneur, il a pensé à faire tel tableau pour qu'on puisse faire des suivis. Alors ça, on fait ça. On découvre aussi des nouvelles manières de faire les choses. Puis, ça, je pense que ça va rester, puis ça peut drôlement aider. Alors, de faire confiance justement à notre équipe de travail, à leur professionnalisme, leur engagement. Je pense que c'était gagnant. Puis, ils ont collaboré, ils ont embarqué vraiment dans le plan. Puis, je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi à ce moment-ci. Alors, c'était un beau défi qui se poursuit, par exemple. Hein? C'est pas terminé. Effectivement, non, je pense que la situation va encore durer un petit moment. Alors, justement, là, on a parlé de ta capacité d'adaptation. Comment l'équipe, maintenant, a réagi face à cette nouvelle réalité de travail? Comment est-ce qu'ils interagissent ensemble? Parce qu'effectivement, travailler dans un bureau nécessite une communication qui va être différente forcément quand on est en mode virtuel ou en télétravail. Qu'est-ce que vous avez mis finalement avec l'équipe en place pour maintenir cet esprit d'équipe qui est si important quand on est dans un environnement comme le nôtre et qui fait quand même la différence encore maintenant? Oui. Bien, je dois dire que l'équipe, c'était des bonnes réactions. L'équipe, tout d'abord, était très heureuse de pouvoir d'abord conserver leur emploi. Fait que déjà là, on est en bonne disposition pour regarder vers l'avenir. C'est déjà moins inquiétant, il y a moins de stress par rapport à tout ça parce qu'ils pouvaient aussi être en mesure de concilier travail et famille. Et ça aussi, avec le télétravail, c'est ce que ça permettait parce qu'on aurait pu, de notre côté, garder jusqu'à 25 de notre équipe sur le milieu du travail puisqu'on est un service considéré comme essentiel. On a fait le choix de ne pas le faire parce que ça divisait aussi. Ça divisait les gens qui étaient au bureau et les gens qui étaient à la maison. Et c'est pas tout le monde non plus qui était nécessairement à l'aise avec ça. Le fait de se promener, puis tout ça. Alors, on a dit non, tout le monde en télétravail, puis on va mettre des choses à la place en place. Alors, c'était vraiment une adaptation tant par le fait de travailler à la maison, mais aussi d'être la majorité du temps chez nous, sans pouvoir faire d'activités à l'extérieur, mais aussi avec la gestion familiale. Alors, on s'est dit qu'on allait donner des outils aux gens et tout ça, et c'est ce qu'on continue de faire. Puis, œuvrer en relation d'aide, bien, l'humain est au centre de toutes nos préoccupations. Hein? Alors, ça manque beaucoup à l'équipe des contacts, que ce soit les contacts au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Oui. Et on a essayé de mettre des choses en place. Là. Comme je disais, on donne des outils, des idées. Alors, on a envoyé plein d'articles, par exemple, sur le télétravail, comment concilier des idées d'horaire avec les enfants, des trucs comme ceux-là. On fait des réunions d'équipe pour les temps pleins à tous les mercredis matins avec un tour du comment ça va. Même cette semaine, notre président est venu faire une présentation du volet plus financier de la crise pour donner une autre perspective à l'équipe. Parce que des fois, quand on a une école dessus, c'est pas toujours évident. Alors, un volet plus financier de quel impact ça peut avoir au niveau de la société. Tout ça. Alors, c'est intéressant aussi d'avoir ça. L'équipe à temps partiel se réunit tous les lundis aussi. On a le 3 à 4 du jeudi qui est optionnel, mais c'est un petit 3 à 4 juste pour échanger, jaser entre nous. Il y a des rencontres en groupe de travail, alors par les services, des suivis individuels aussi qu'on fait toutes, soit par Teams ou par Zoom. Il y a aussi des courriels qui sont statutaires. Alors, il y a le courriel du lundi, qui est soit un petit truc ou une pensée. Alors, à tous les lundis matins, la coordonnatrice des services, Karine, s'occupe d'envoyer le courriel, le petit truc ou la pensée. À tous les mercredis matins, le sujet, c'est santé bien-être. Alors, c'était la semaine de la santé mentale la semaine passée ou la semaine d'avant, début du mois de mai, en tout cas. Et puis, ce qu'on a fait, mais on a reparlé de recharger nos batteries. Alors, on a donné les liens vers toute la thématique de la santé mentale. Cette semaine, c'était, on a fait un lien avec
tout l'aspect des Aztèques et tout ça. Tu sais. Alors, on essaie de varier, et c'est vraiment en lien avec la santé mentale, puis prendre soin de nous, puis du temps pour nous. Et à tous les vendredis, ben, c'est pour la fin de semaine. C'est une petite blague, c'est de l'humour, c'est un petit peu dérisoire. Puis là, les gens ont commencé aussi à se relancer, puis à en envoyer eux autres aussi. Tu sais. Alors, l'équipe se soutient aussi entre elles de façon virtuelle. Des fois, ils s'appellent via Teams. Puis, tu sais, quand il y en a un ou une qui fait le moins, là, en rencontre d'équipe, quand on fait le tour, là, ben, je le sais qu'après, soit que Karine ou moi, on ne lève pas le téléphone, là, on pitonne sur l'écran, là, mais on fait ça, ou encore, il y a aussi des collègues qui le font, qui envoient un petit message de garde, je suis là si tu as besoin. T'sais. Alors, on a mis des choses en place comme celle-là pour assurer de garder un contact avec l'équipe parce que le danger, quand on est tous éloignés comme ça, c'est de s'éloigner aussi. Effectivement, de s'éloigner, puis de s'épuiser, puis de s'isoler parce que la situation, malheureusement, s'y prête bien. Alors, justement, là maintenant, ça fait plus de 8 semaines qu'on est tous en confinement. Le travail continue, mais c'est différent. C'est différent pour les proches aidants qui sont donc à domicile ou pour lesquels un proche est en CHSLD. Est-ce que vous avez remarqué justement un changement ou une évolution au niveau des demandes qui sont formulées par les proches aidants? Est-ce que les situations à domicile, par exemple, sont plus complexes? Est-ce que vous avez décelé plus de détresse ou vous avez reçu des demandes qui, avant cette crise, ben, vous ne les avez peut-être forcément pas? Qu'est-ce que ça va changer dans votre intervention avec les proches aidants? Bien, c'est sûr que les proches aidants là, sont inquiets, sont épuisés parfois. Même avec le soutien, il y a quand même un sentiment de solitude. Là. C'est pas tous les proches aidants qui sont aînés. Alors, c'est sûr qu'on a des proches aidants qui sont travailleurs encore, mais qui doivent encore plus jumeler avec et leur travail et aussi le fait que leur proche aidant ne va plus dans un centre de jour, des trucs comme ça. Là. Alors, ça leur donne une charge supplémentaire. La personne atteinte, plutôt que le proche aidant. Mais ça, c'est sûr qu'il y a un impact là. Au cours des dernières semaines, on a vu une évolution. Les conseillers, conseillères aux familles qui sont en contact étroit, il y a 4 personnes à plein temps chez nous, dont c'est la job de faire ça, de soutenir ces gens-là. Me rapportent qu'il y a de l'anxiété qui augmente, du découragement aussi. Il y a aussi de la détresse chez certains, où on se doit de faire des références pour vraiment mieux les soutenir parce qu'on n'est pas seul non plus comme organisme communautaire. Hein. Nous, on travaille avec d'autres partenaires aussi, que ce soit le CIS de l'Outaouais, ou encore d'autres organismes communautaires qui peuvent aussi les soutenir de différentes manières. Des fois, on peut être vraiment complémentaires dans notre offre, puis les aider là-dedans. Avant, c'était plus facile de sortir, de prendre l'air, de changer d'idée avec notre famille, nos amis. Aujourd'hui, c'est soit plus possible ou plus difficile, disons. Les paramètres ont changé. Alors, les personnes atteintes, il ne faut pas oublier qu'on doit souvent leur répéter les mêmes choses. Hein? Un des éléments de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a des oublis. Il y a de la désorientation spatiale, de la désorientation dans le temps aussi. Alors, expliquer à multiples reprises la situation actuelle peut devenir extrêmement difficile. Refuser les sorties peut devenir très difficile aussi. Pensons simplement aux gens qui habitaient dans des résidences qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ne pouvaient même pas sortir de la résidence. Alors, de répéter constamment, non, on ne peut pas aller dehors, non, on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas aller chez notre fille ou notre fils, ça devient vraiment difficile. Alors, au niveau de la communication, qui est déjà difficile, ça devient encore plus difficile. Au niveau des comportements déroutants, on voit une augmentation des comportements déroutants chez les personnes atteintes parce qu'il y a un confinement. Puis, on voit chez certains aussi la maladie qui s'accélère aussi. On voit le développement de la maladie beaucoup plus rapide. Alors, c'est habituellement un défi, c'est encore plus maintenant. Ils vivent des défis au niveau de la communication, ils se sentent seuls. Puis, il y en a plusieurs aussi qui se rendent compte de la progression de la maladie. Avant, on était dans notre quotidien, on travaillait ou encore on avait nos activités. La personne allait dans des centres de jour, il y avait du répit à la maison. On était vraiment dans notre quotidien, puis on était préoccupé ou occupé par différentes choses. Là, ça a changé un petit peu et on est 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec quelqu'un. Et là, on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus de pertes que je le croyais. Ou encore même les enfants qui
voyaient leurs parents occasionnellement. Là, avec le contact, que ce soit avec ce que maman ou papa rapporte de l'évolution de la maladie, les enfants réalisent que la situation, elle n'est pas très, très rose à la maison, que c'est plutôt difficile. Et il y en a d'autres aussi bien, qui découvrent qu'il y a peut-être un trouble neurocognitif. On a plusieurs appels de première ligne qui sont à cet effet-là. J'ai remarqué ça chez mon proche. Alors, des gens qui n'ont pas encore de diagnostic, mais que là, avec le confinement, ça vient faire ressurgir différents éléments. C'est sûr que les services qu'on offre, les gens sont heureux, on a de très bonne rétroaction, ils sont heureux qu'on continue l'accompagnement, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de parler avec quelqu'un de l'extérieur qui ne juge pas, qui va donner des trucs, parce que c'est ça notre job aussi aux sociétés Alzheimer. Hein? Toutes les sociétés Alzheimer, ils ont des ressources qui peuvent donner des trucs quand les gens appellent. Alors ça aide énormément. Puis ça nous encourage à continuer dans ce sens-là. Mais il y a définitivement une augmentation des besoins chez les proches aidants au cours des dernières semaines. Et ça nous préoccupe beaucoup par rapport à leur santé à eux aussi. Effectivement. Justement, là, donc là, non seulement vous avez continué à soutenir les familles que vous connaissiez déjà avant, mais en plus, vous avez aussi tout un travail supplémentaire finalement où c'est des personnes qui vous consultent de manière spontanée parce que justement, ils remarquent les premiers symptômes de la maladie. Donc, je pense que c'est important aussi que les gens qui nous écoutent le sachent que les sociétés Alzheimer, on est là dès que vous avez une suspicion, là, vous n'avez pas besoin d'attendre un diagnostic pour nous appeler. Je pense que c'est important d'agir aussi de manière précoce parce que c'est comme ça qu'on peut ralentir l'évolution de la maladie et avoir une meilleure compréhension et surtout une meilleure interaction avec notre proche. Donc, tout à Alors, fait. donc, justement, là, maintenant que, bon, dans certaines régions, il y a déjà une ouverture des régions où on envisage déjà le déconfinement, comment est-ce que vous envisagez la reprise de vos services, peut-être de manière plus traditionnelle? Je pense notamment au répit à domicile ou les groupes de soutien, même si pour le moment, forcément, je veux dire, il y a les gens sont quand même à l'aise à utiliser la technologie. Est-ce que vous pensez que cette manière de faire va quand même perdurer au-delà du confinement? Est-ce que vous allez garder certaines façons de faire? Est-ce que vous allez en fait, ou au contraire revenir à peut-être une façon de livrer le service qui est plus traditionnelle? Qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce que vous allez modifier? Le déconfinement, mais c'est ce qu'on doit planifier, c'est notre prochaine étape. C'est un gros morceau. Il y a une réflexion collective en ce moment des sociétés Alzheimer par rapport à tout ça. On se questionne comment on va faire ça, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Je pense qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il ne faut pas se presser par rapport à ça parce que il va falloir y aller par étapes, puis toujours s'assurer de respecter aussi toutes les consignes au niveau de la santé publique, tout ce qui est mis en place. L'offre de service, oui, mais en assurant la santé et sécurité de tout le monde. Je pense qu'en réfléchissant ensemble, ça va nous amener plus loin. Et c'est sûr que ce qu'on a fait au cours des dernières semaines, ça va nous permettre ça. Et est-ce qu'il y a des choses qui vont continuer, même avec un retour à ce qu'on va appeler notre nouvelle normale? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, puis ça va être positif. C'est sûr qu'on a dû innover, on a dû adapter en un temps record pour poursuivre notre mission. Ça, il a fallu qu'on le fasse très rapidement pour s'assurer de donner le service aux gens. On a demandé aussi aux gens de s'adapter. C'est pas juste nous qui sont adaptés, là. Les familles aussi sont adaptées avec cette nouvelle façon de fonctionner-là. Alors, il va falloir qu'on y ait un rythme où est-ce qu'eux aussi peuvent suivre. Puis, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que des fois, la vie, elle fait drôlement les choses. Nous, on était en planification stratégique. On termine notre planification stratégique 2020-2023. Puis, un des objectifs, c'était d'intégrer la technologie dans notre offre de service. Tu sais, ça, on aurait peut-être fait ça d'ici 1 an et demi, 2 ans. C'était ce qu'on visait. Bien, on l'a fait en quelques semaines. Alors, ça, c'était vraiment des améliorations. C'est sûr qu'on s'est concentré juste là-dessus, là, vous me direz, mais effectivement, mais ça s'est fait. Et pour le mieux, je crois.
il y a des améliorations encore. Je pense qu'on peut encore faire des améliorations par rapport à ça. Mais ça, les aînés, là, sont drôlement techno. Vraiment, là, c'est génial. Ils se débrouillent très bien. Puis, c'est pas juste des aînés qu'on dessert non plus. On dessert aussi des proches aidants qu'on appelle la génération sandwich. Des gens qui ont des jeunes enfants et des parents desquels ils doivent s'occuper ou des grands-parents desquels ils doivent s'occuper. Alors, de ce côté-là, ces gens-là sont très techno et ils travaillent souvent. Alors, cette offre de service-là, plus technologique, va peut-être être une excellente façon de faire avec les personnes qui travaillent. Effectivement, et puis finalement, ça va permettre de diversifier votre offre de service. Vous allez pouvoir rejoindre plus de proches aidants, plus de personnes atteintes et aussi adapter aux besoins des personnes. On a peut-être besoin de réécouter justement ou d'assister à un groupe de soutien peut-être le soir ou peut-être le week-end parce que justement on travaille. Donc, c'est cette capacité d'adaptation, je pense, qui va perdurer au-delà de la situation qu'on connaît là. Oui, puis je pense que c'est tout aussi au niveau, là, puis ça a commencé à sortir, c'est tout au niveau de la conscience environnementale, de l'impact environnemental qu'on peut avoir, de réduire nos déplacements en faisant des rencontres à distance comme celles qu'on fait aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'être en présentiel, c'est évident. Sauf que je pense qu'il y a peut-être une réflexion à y avoir de ce côté-là, et ce, tant pour la diversification de nos services en tant qu'organisme communautaire, mais aussi par rapport à notre conscience environnementale, puis l'impact qu'on peut peut-être avoir, que ce soit par jumeler du télétravail avec des horaires réguliers au bureau, l'espace de bureau qu'on peut prendre versus quand on peut le faire en télétravail. Je pense que c'est des choses qu'on doit se questionner par rapport à ça. Puis, l'être humain, là, c'est un être humain. C'est des gens qui sont résilients. Puis, il faut miser sur cette situation-là pour aller chercher le positif. Et, aller chercher le positif, ça fait réfléchir aussi par rapport à tout le développement philanthropique des sociétés Alzheimer. Avec la crise qu'on vit actuellement, là, on est nombreux dans les sociétés Alzheimer, au fait, pas mal toutes les sociétés où nos activités ont été annulées, où l'activité comme la marche de la fin mai est devenue une marche virtuelle. Mais les besoins puis l'aspect financier demeurent. Et ça, on l'avait avant la pandémie, le défi financier pour les organismes communautaires comme les sociétés Alzheimer, bien, ça va continuer. Et là, en ce moment, on a remarqué un ralentissement des dons. On a remarqué aussi justement toute l'annulation des activités. Et ça a un impact majeur sur notre capacité d'offre de service. Alors, c'est sûr que l'appui de la population par rapport au niveau des dons et tout ça est toujours le bienvenu parce que ça nous permet justement de continuer d'offrir les services, d'innover comme on le fait, de peut-être justement, quand il va y avoir un certain retour à la normale, de continuer ce qu'on a fait au niveau de l'innovation, en plus de remettre en branle tout ce qu'on faisait déjà. Alors, ben, pour ça, ben, il faut des moyens. Et pour ça, ben, ça demande parfois justement de l'aide au niveau de notre communauté globalement. Effectivement, donc comme vous le mentionnez, ben, la marche pour l'Alzheimer qui aura lieu le 31 mai prochain. Alors, n'hésitez pas, oui, elle aura lieu de manière virtuelle, mais n'hésitez pas vraiment à soutenir les sociétés Alzheimer de cette manière-là, que ce soit en faisant un don ou en appuyant un marcheur. C'est autant de petits gestes finalement qui comptent pour continuer et permettre aux sociétés Alzheimer de continuer à soutenir les proches aidants et les personnes atteintes. Alors, alors on va terminer peut-être notre rencontre avec peut-être un dernier mot de votre part. À tous les personnes qui nous écoutent. Je pense que le message est assez clair. La pandémie vous a amené à faire preuve de beaucoup plus de créativité, beaucoup de résilience, avec toujours cette volonté de soutenir les proches aidants et les personnes atteintes. Est-ce que vous auriez là un dernier mot justement pour les personnes qui nous écoutent, un conseil? Et puis, on terminera notre échange là-dessus. Je m'en permettrais peut-être même deux. Le premier, ce serait de bouger, de stimuler votre cerveau, de stimuler votre corps. Ça demande peut-être de l'énergie, oui, mais ça en donne aussi. Alors, c'est hyper important en ce moment, bien que confiné à la maison, de continuer de se stimuler, de le faire il y a plein de trucs sur Internet disponibles sur les sites des sociétés Alzheimer ou sur les pages Facebook des sociétés Alzheimer. Il y a toutes sortes d'idées aussi. Alors, vous êtes invités à les consulter.
Et mon deuxième conseil, ce serait, écoutez, si vous accompagnez une personne qui a un trouble neurocognitif majeur ou si vous suspectez qu'un de vos proches a un trouble neurocognitif majeur, n'hésitez pas à demander du soutien. De communiquer avec votre société Alzheimer régionale pour échanger, discuter, partager. Le sentiment de détresse ou de solitude que vous vivez présentement, mais ça peut diminuer. Ça peut diminuer en parlant avec une personne de l'extérieur. Il ne faut surtout pas se gêner parce que toutes les sociétés Alzheimer sont là pour vous soutenir, sont là pour vous. Alors, c'est vraiment notre raison d'être. Vous êtes vraiment invités à communiquer avec nous sans hésiter. Merci Anne pour ce super échange. Alors, on va prendre une question quand même de participants là, qui nous suivent sur la page Facebook en direct actuellement, sur la page de la Fédération. Je vais essayer d'interpréter le commentaire. Comme dans la situation actuelle, malheureusement, au-delà de la détresse à la maison, il y a une situation particulière qui se déroule dans les CHSLD. Et on le sait très bien que durant la maladie d'Alzheimer, le proche aidant doit vivre un certain nombre de deuils, des petits deuils par rapport à des petites pertes à tous les jours, cette incapacité à faire certaines choses au fur et à mesure que la maladie évolue. Et malheureusement, la pandémie fait en sorte que le dernier deuil n'est parfois pas vécu par la famille. Quelle réponse est-ce que vous pourriez donner justement à ces personnes endeuillées actuellement, qui ont vécu malheureusement la perte de leurs proches à cause de la COVID et qui, au-delà de leur situation de détresse, parce que peut-être ils n'ont pas pu être présents avec leurs proches dans les derniers instants, quel conseil pourriez-vous leur donner actuellement? Oui, c'est sûr qu'il y a des situations absolument tragiques actuellement qui se déroulent, que ce soit dans les CHSLD, les résidences, les hôpitaux, où il n'y a pas la possibilité pour les proches d'accompagner leurs êtres chers dans les derniers moments. Et bien qu'on vive ce qu'on appelle les deuils blancs tout au long de la maladie d'Alzheimer, reste que le décès est le deuil ultime dans ce contexte-là. Et on accompagne en ce moment plusieurs familles dans ce contexte-là. Ça fait partie de notre rôle. Ce que je répondrais à ça, je vous dirais que bien qu'on ne puisse pas nécessairement vivre le deuil, je veux dire le décès et l'accompagnement, ça n'empêche pas qu'on va vivre toutes les étapes du deuil. Puis on va peut-être les vivre encore plus, de façon encore plus importante. De là, l'importance des rituels qui entourent le deuil. Et encore là, on sait très bien qu'avec toutes les restrictions, les empêchements, les interdictions de rassemblement, ça empêche aussi les différents rituels au niveau du deuil. Alors, je vous invite à peut-être justement vous rassembler virtuellement ou encore par téléphone avec vos proches, puis à vous rappeler les bons souvenirs que vous avez avec cette personne-là, à vous partager et à verbaliser la difficulté et la frustration aussi que vous pouvez vivre de ne pas avoir pu accompagner votre proche. Parce qu'il faut le sortir, ça, il faut le verbaliser, parce que c'est évident que ça peut mener à une certaine détresse, puis vraiment un état où est-ce qu'on se sent désemparé, puis on ne sait pas quoi faire. Alors, les rituels entourant le deuil, de se rappeler les bons souvenirs, mais aussi de verbaliser les sentiments que l'on peut vivre. Et puis, justement, les conseillers, conseillères des sociétés Alzheimer peuvent être là pour vous écouter, sans vous juger, pour vraiment vous soutenir dans ces étapes-là, parce que, justement, on soutient actuellement des familles qui sont soit dans le processus d'aller voir des proches aidants CHSLD, que le processus est assez ardu présentement pour avoir accès, c'est pas évident. Ou encore des gens qui n'ont pas pu accompagner leurs proches dans ces dernières étapes-là. Mais il n'y a pas de solution miracle en ce moment-là, il n'y en a pas. C'est vraiment ce que je viens de dire, c'est ce que je proposerais là de prime abord. Effectivement, puis je rajouterais aussi qu'il y a d'autres ressources telles que la Maison Montbourquette qui est spécialisée dans le deuil. Alors, surtout, n'hésitez pas à les contacter aussi parce que au-delà du deuil, c'est aussi parfois un sentiment de culpabilité que les proches aidants peuvent ressentir parce que justement, leurs proches étaient en résidence et qu'ils n'ont pas pu les accompagner dans leurs derniers instants. Alors, surtout, ne restez pas seul. C'est important, justement, comme Anne le soulignait, d'en parler et finalement d'avoir ce rituel très important
pour tout simplement passer à travers cette situation le plus facilement, le plus tranquillement possible en étant apaisé. Alors, bon, sur ces paroles, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Alors, merci à vous tous d'avoir suivi nos 3 échanges cette semaine, que ce soit le lundi avec Dr Gauthier, hier jeudi avec Dr Mylène Aubertin-Leheurde et aujourd'hui avec Anne Villeneuve. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous et je tiens vraiment à remercier aujourd'hui Anne de nous avoir accordé cet échange. C'était très instructif et je pense que le mot d'ordre, c'est surtout ne restez pas seul. Oui, on est face à une situation de confinement, mais ça ne veut pas dire que vous devez rester isolé. Alors, contactez votre société Alzheimer régionale dès que vous en ressentez le besoin. Et surtout, on est là pour vous et ça va certainement bien aller. Alors, merci encore à vous tous et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et un très bon long week-end à tous. Ça sera bien mérité pour se reposer. Merci, Noah. Merci. Au revoir.